Merci Nathalie, merci au CRAL, à son directeur Esteban Bush et à Marielle Massé, et à tous les membres en général d'ailleurs de m'accueillir en délégation pour cette année, et puis à Nathalie et à Claudine Cohen de me donner l'occasion de présenter ce projet de recherche dans le cadre de ce séminaire. Et je le fais d'autant plus volontiers que c'est un projet qui a aussi besoin d'avoir un peu de retour de la part de chercheurs dans d'autres disciplines. Et c'est pour ça que je suis vraiment très content que Danilo Martuccelli ait accepté d'être là ce soir. D'autant que je regrette vraiment de ne pas l'avoir fréquenté quand on était ensemble dans la même université, sans vraiment le savoir d'ailleurs. Et donc voilà, on va réparer un peu ce dialogue absent, j'espère, dans les moments qui viennent. Mon propos donc concerne un ensemble de textes contemporains qu'on pourrait, en première approche, croire un peu marginaux, mais dont le nombre et l'importance ne cessent de s'accroître et qui se trouvent aux confins de la production littéraire plus commune, de fiction, de romans et des sciences sociales. Et comme je l'indiquais dans la présentation que vous avez, j'imagine, reçue, ils sont produits par des écrivains qui ne se satisfont plus de raconter ni de représenter le réel, qu'il soit social ou professionnel, qu'il soit actuel ou historique, mais qui envisagent la littérature comme un moyen d'éprouver le réel et même de l'expérimenter. Et à cette fin, leurs textes mettent en œuvre ce que je propose d'appeler des pratiques de terrain, qui sont parfois très proches de ce que les sciences humaines et sociales entendent elles-mêmes par ce terme. Alors bien évidemment, les écrivains en question ne prétendent pas respecter les normes, les méthodologies, les procédures qui caractérisent ces pratiques de terrain dans les sciences humaines. Ils ne se considèrent du reste pas du tout non plus comme des scientifiques, mais ils construisent cependant des dispositifs plus ou moins élaborés qui cherchent à faire advenir dans leurs textes des formes de réel jusque-là souvent peu lisibles ou peu repérées comme telles. Or, quand on fait un inventaire des travaux qui ont envisagé les relations entre littérature et sciences humaines, il me semble qu'on voit se dégager assez rapidement au moins 4 perspectives dominantes. La première, c'est la production littéraire lorsqu'elle est prise comme objet par les sciences humaines et sociales. Et je pense notamment, par exemple, aux romans qui ont été étudiés par Nathalie Hennig et Caroline Eliachev dans Mère-fille, une relation à 3. Ou bien lorsque les sciences humaines et sociales étudient le champ littéraire dans l'acception qu'on connaît depuis Bourdieu, qui a été développée par Gisèle Sapiro et d'autres. Une deuxième confrontation concerne le partage des objets considérés, un partage thématique si l'on veut. À certains égards, Balzac, Proust décrivent des milieux sociaux, mais pas seulement les partages, et aussi, je crois, et ça c'est peut-être justement l'un des apports du livre de Danilo Martuccelli auquel il était fait allusion tout à l'heure, aussi des modes de connaissance, des modes de connaissance qui sont à l'œuvre en littérature et que parfois les sciences humaines et sociales permettent de dégager. Et je pense notamment à l'exemple que vous donnez, Danilo, à la fin de votre ouvrage, lorsque vous rappelez que René Girard a fait émerger la notion de désir mimétique à partir des travaux, notamment, des livres de Dostoïevski et de quelques autres. Donc il y avait déjà quelque chose qui était, si vous voulez, en gestation, en latence dans la littérature, et que le travail des sciences sociales a nommé. Une troisième confrontation relève de la circulation des savoirs, et là il s'agirait plutôt des emprunts notionnels, et on peut penser, des exemples tout à fait canoniques, à la manière dont une Annie Ernaux ou un Pierre Bergogneau empruntent des notions à Bourdieu et à d'autres sociologues, parfois des ethnologues en ce qui concerne Bergogneau. Un quatrième champ de rapprochement concerne les régimes d'écriture qui sont parfois communs. Et on aborde là tout ce qui relève de la mise en récit, particulièrement discuté par les historiens. On pense par exemple aux considérations de Paul Venn sur la mise en intrigue du récit historique, au questionnement sur la légitimité théorique du récit qu'on trouve chez Michel de Certeau, sur les configurations narratives, sur la visée référentielle de l'histoire chez Paul Ricoeur. On connaît tous ces débats qui ont agité la scène intellectuelle ces dernières décennies.
c'est-à-dire en fait tout ce qui relève des usages de rhétorique et de formes de littérarité à l'œuvre dans, ici, le domaine historique, mais ça concerne aussi d'autres disciplines. Je rappelle qu'au tout début du manuel d'ethnographie de Marcel Mauss, Mauss réclamait que le sociologue soit aussi romancier. Donc on voit qu'il y a là des formes de pratiques communes qui sont de l'ordre de la narrativité, en fait, essentiellement. Or, les textes qui m'intéressent semblent ouvrir un 5e chapitre de ces confrontations, qui confronterait cette fois non seulement des objets, des modes de connaissance ou de mise en forme, mais des pratiques, parfois même des méthodes. Et avant de vous donner une idée du corpus concerné, je voudrais d'abord peut-être le mettre en perspective, sans remonter trop loin, bien évidemment, mais pour rappeler, parce que tous ne sont pas ici des contemporanéistes, comme on nous appelle, et donc je pense qu'il est important de décrire effectivement le corpus et la période dont nous nous sommes saisis, et qui procède d'une inflexion relativement notoire des œuvres littéraires au tournant des années 70-80. C'est-à-dire à un moment où la littérature française, c'est d'elle que je parle ici, il faudrait évidemment beaucoup nuancer ça pour la littérature d'autres pays, particulièrement pour la littérature francophone, qui a une autre histoire, mais où la littérature française délaisse une orientation qui était jusque-là majoritairement formaliste, expérimentale, pour se ressaisir du monde, pour s'ouvrir à nouveau aux questions historiques et se redonner des objets extérieurs à elle-même. Or, cette inflexion qu'on pourrait dire référentielle vers une nouvelle transitivité de la littérature, vous vous souvenez de la formule de Barthes sur laquelle écrire était un verbe intransitif, là on retrouve une transitivité littéraire, mais évidemment cette transitivité replace la littérature sur des champs qui sont labourés par d'autres disciplines. Alors ça ne prend cependant pas du tout la forme d'une querelle de territoire comme il y a pu y en avoir dans le passé, mais plutôt d'un dialogue, souvent fructueux d'ailleurs, ce dont on se rend compte en mesurant l'intérêt des écrivains pour un certain nombre de penseurs en sciences humaines et sociales. J'ai évoqué Bourdieu, mais le succès d'Arlette Farge, et notamment de son goût de l'archive auprès des écrivains, n'est plus à démontrer. L'importance aussi des travaux de Michel Foucault pour nombre d'entre eux. Donc, le moment historique dans lequel nous nous trouvons est devenu celui d'une certaine porosité épistémologique, si on accepte l'idée de considérer qu'il y a aussi une épistémologie littéraire, et les concepts, les pratiques qui circulent, quitte parfois d'ailleurs à se déformer dans cette circulation. Mais surtout, et c'est le deuxième point de ce petit préambule, cette évolution de la littérature, ce retour à une transitivité, ou cette nouvelle transitivité conquise par les écrivains, s'accompagne d'un puissant renouvellement formel. Les écrivains qui se tournent à nouveau vers des objets extérieurs à la seule production textuelle ne sont pas satisfaits par les anciennes pratiques littéraires qui étaient dévolues à ces objets. Pratiques littéraires qui ont d'ailleurs été elles-mêmes largement critiquées par la période structurale, par la nouvelle critique et tout ce qu'on a regroupé sous la formule d'ère du soupçon. C'est-à-dire qu'on n'en revient pas au réalisme d'antan, on n'en revient pas au XIXe siècle, on ne revient pas au récit de vie sur le modèle autobiographique traditionnel, on ne revient pas au roman psychologique, et le roman historique lui-même est abandonné à une littérature de grande consommation. Les écrivains les plus exigeants qui se ressaisissent de l'histoire le font sur des modalités tout à fait différentes désormais. Et donc, en se ressaisissant d'objets extérieurs à la littérature, je dirais de manière assez globale que les écrivains contemporains qui nous intéresseront le plus, qui sont le plus exigeants avec eux-mêmes certainement, ou les plus lucides, entreprennent de chercher les formes nouvelles qui leur permettront de traiter de ces objets, de ces questions, sans reproduire ni perpétuer des esthétiques dont ils ont mesuré les failles et peut-être même les limites. Ces formes nouvelles, donc élaborées autour des années 1975-84, nous les connaissons maintenant, je crois, à peu près bien. La plus célèbre d'entre elles, celle qui a le plus défrayé la chronique, c'est bien sûr l'autofiction,
qui prétendait, c'est la formule de Serge Doubrowski, qui a inventé le terme, donner l'initiative au mot, en plaçant ainsi l'expression du sujet dans une grande proximité avec la cure analytique. Cette forme-là, je n'en parlerai pas ce soir, elle ne nous concerne guère, mais je voudrais insister sur d'autres formes qui ne sont pas moins en dialogue avec les sciences humaines. Les travaux que nous avons accomplis avec un certain nombre de collègues sur la littérature contemporaine ont permis d'en identifier plusieurs, notamment le récit de filiation, tel que Annie Ernaux en a inventé le modèle dans La Place, puis dans Une femme, ou bien tel qu'on le trouve aussi sous la plume de Pierre Michon dans Vie minuscule. Et vous vous rappelez à quel point Ernaux, je le disais déjà un peu tout à l'heure, fait de la sociologie, mais aussi parfois de l'ethnographie, comprenez l'ethnographie du proche, une sorte de partenaire d'intellection de sa propre expérience familiale. Hein. Elle considère son œuvre, dit-elle, comme une auto-sociobiographie. Et donc, c'est intéressant ce terme parce qu'il installe ipso facto la référence sociologique en intercesseur au cœur de l'écriture de soi, hein, entre auto et biographie. Elle qualifie aussi son entreprise d'ethnologie de soi-même. On voit bien dans cette terminologie ce qui relève du dialogue sur lequel je suis en train d'insister. Quant à Pierre Michon, lui, il dit très clairement qu'il s'est inspiré pour les Vies minuscules du projet des Vies des hommes infâmes de Michel Foucault, au point, disait-il d'ailleurs, de lui envier son titre. Une autre forme, à laquelle Alexandre Geffen, Robert Dion et quelques autres ont consacré beaucoup de travaux, sont les fictions biographiques. C'est-à-dire des textes qui s'emploient à restituer des vies avérées, et non pas imaginées, mais sans souscrire à la biographie historique traditionnelle. Les écrivains ici empruntent bien sûr à l'histoire, mais plus précisément à la micro-histoire, hein, la micro-storia développée en Italie par Carlo Ginzburg, Edoardo Grendi, Giovanni Levi, Carlo Poni et leurs disciples, introduite en France par Jacques Revel, par Alain Corbin par exemple. Or, Ginzburg, on le sait, a fréquemment construit ses textes sur le mode de l'investigation, hein, et il n'hésite pas, dans les travaux qu'il publie, à rapporter aussi les impasses, les retours en arrière qui ont scandé sa propre recherche. On peut mettre ça en parallèle très facilement avec un roman aussi célèbre que Dora Bruder de Patrick Modiano, qui procède de même en rassemblant en réseau autour de Dora les informations qu'il peut glaner sur sa communauté, son quartier, son école, ses semblables. Cette méthode micro-historique inspire aussi bien les récits de filiation lorsque, faute d'une transmission familiale, le matériau manque. Et c'est ainsi, par exemple, que pour restituer la vie de son père, la vie professionnelle de son père, qui était forgeron aux usines Renault de Boulogne-Billancourt, Martine Sonnet interroge dans un ouvrage qui s'intitule Atelier 62 les archives syndicales, les documents d'entreprise qui lui permettent, par contextualisation, de dessiner les contours d'une existence qui lui échappait parce que son père lui a jamais parlé de son travail. Annie Ernaux, que j'évoquais à l'instant, décrit à propos de la honte sa propre démarche en ces termes, et je crois que la formule que je vais citer mérite de l'être parce qu'on entend toute l'imprégnation de la microstoria dans son propos. Je cite donc: « De même qu'un historien ne saurait constituer la figure de tel ou tel personnage du XVIe ou du XVIIIe siècle sans retrouver les modes de pensée, les croyances, ce qui était normal à cette époque, celui qui veut atteindre la réalité d'une enfance, ce déjà-là dans lequel on est plongé, ne peut procéder autrement. » Il me semble qu'on entend quasiment, hein, même si c'est de manière implicite, une référence aux travaux de Ginzburg, je pense au fromage et les vers, ou de Giovanni Levi, je pense au pouvoir au village. Une troisième forme, enfin, une quatrième si on compte l'auto-fiction, que je propose de nommer roman historien, pour le distinguer justement du roman historique traditionnel, procède, lui, d'une évocation de l'histoire, mais de manière archéologique. C'est-à-dire qu'au lieu de raconter l'histoire de manière linéaire et chronologique, en introduisant des personnages fictifs dans un contexte historique avéré, ce sont des textes qui, à partir d'aujourd'hui, interrogent une période qui reste encore un peu trouble, un peu méconnue, et dont les premiers exemples sont plutôt donnés d'ailleurs par les romans policiers. Je pense ici à Didier Desninx. Si bien que vous l'avez peut-être entendu, mais à travers, et malgré leurs différences thématiques, formelles, toutes ces entreprises ont en commun de mettre en œuvre une enquête.
Mais il ne s'agit plus d'une enquête préalable, à la manière de celle de Zola et des naturalistes, une enquête donc qui se résorberait ensuite dans le texte achevé, dans la fiction romanesque produite. C'est une enquête qui constitue le mouvement même de l'œuvre. Je veux dire que, à la restitution narrative et linéaire de l'événement ou de l'existence qu'on essaye de reconstituer, ces formes substituent le récit de l'enquête elle-même, c'est-à-dire la recherche, ses aléas, ses impasses, ses échecs, ses hasards, ses trouvailles. Donc, on voit émerger dans l'ensemble de ces formes nouvelles un premier élément fédérateur, qui est effectivement celui de l'enquête, où les écrivains invitent le lecteur à partager les évolutions et les incidents de leur propre recherche. Ce faisant, ils produisent ce qu'on pourrait appeler des narrations heuristiques, dans lesquelles la recherche des documents, la rencontre d'objets, le recueil de récits, la visite d'archives, la découverte de correspondances oubliées, la description et parfois même la production dans le texte même de photographies fournissent, à côté des hypothèses et des méditations du narrateur, le matériau même du livre. Alors que le résultat effectif des enquêtes, lui, demeure souvent à peine formalisé en fin d'ouvrage, et encore pas toujours. Dans deux numéros restés, je crois, très importants de la revue Communication, c'était en 2001 et en 2006, Jean-François Chevrier et Philippe Roussin avaient attiré notre attention sur le parti pris du document, c'était leur titre. Philippe Roussin, membre du CRAL. Absolument. À Oxford pour l'instant, c'est ça? Qui leur semblait, ce parti pris du document, disait-il, caractéristique de l'art du XXe siècle. Et ils avaient montré de manière tout à fait probante les phases, alors les années 20-30 d'abord, les années 60 ensuite, et la période la plus récente enfin, de cette évolution et des diverses problématiques qui s'y greffaient. Je dirais que les textes que je vais évoquer aujourd'hui s'inscrivent dans la continuité de ces pratiques envisagées dans les deux volumes de la revue Communication, mais ils en déplacent les équilibres. S'y demeure, sans aucun doute pour certains d'entre eux, du moins, un certain fétichisme du document et de l'archive, ce n'est plus le seul travail document, ce n'est plus sa seule mise en œuvre au moyen de collage, de montage, d'agencements divers, cut-up, etc., qui leur importe le plus, mais véritablement sa recherche, sa rencontre, sa production. Et ceci est encore plus évident dans un autre ensemble de textes qui sont plus tournés vers la restitution d'un passé quelconque, familial, biographique ou historique, comme ceux que je viens d'évoquer, mais qui sont tournés vers le présent. Ces écritures du réel d'aujourd'hui ont rompu en effet avec le modèle réaliste du discours contraint qui avait été analysé par Philippe Hamon et ne se satisfont plus du tout d'exhiber les signes du réel dans une sorte de sémiologie romanesque saturée, c'était un peu la démonstration de Philippe Hamon dans cet article demeuré célèbre, mais explorent des formes différentes. Alors, certaines se traduisent par la transcription ou la notation sur le modèle des factographies de Reznikov ou de Kluge, étudiées par Marie-Jeanne Zenetti. D'autres s'emploient à faire advenir des pans de réel négligés ou inaperçus. Et on commence à aborder mon corpus. C'était pour produire un effet de suspense que je ne voulais pas donner tout de suite. Mais on peut penser ici aux premiers ateliers d'écriture pratiqués par François Bon à l'Odève, publié dans C'était toute une vie, ou à la maison d'arrêt de Gradignan, publié dans Prison, et 2 volumes aux éditions Verdier, à l'enquête célèbre, je pense, à la fois méditative et interrogative, conduite par Emmanuel Carrère auprès de ce faux médecin mythomane et meurtrier que fut Jean-Claude Roman, c'est dans L'Adversaire, aux éditions Paul, ou encore aux entretiens de Nicole Malinconi avec la compagne du pédophile belge Dutroux dans un livre qui s'intitule « Vous vous appelez Michel Martin ». Là encore, l'enquête domine, mais pas seulement, puisque toutes ces démarches, heuristiques à leur manière, envisagent également une implication effective de l'écrivain sur le terrain. Ce n'est plus seulement l'enquête qui fait alors le seul objet du récit, mais cette implication elle-même, je dirais, en plus. L'enquête n'en est qu'une modalité possible, elle n'a rien de systématique, rien de décisif, c'est véritablement l'expérience de terrain qui l'emporte. Et c'est pourquoi je propose de les considérer, ces textes, comme des littératures de terrain, et il me semble que cette petite suggestion terminologique nous permet d'ouvrir à des réflexions nouvelles.
Car cette pratique de terrain qu'elles ont en partage est aussi, et ça, ceux d'entre vous qui sont ici dans des disciplines de sciences humaines et sociales le savent bien, c'est aussi une question majeure, à la fois théorique et pragmatique, dans le champ des sciences sociales, depuis les expériences fondatrices des premiers ethnologues ou de la sociologie qualitative de l'école de Chicago. À la différence des travaux quantitatifs et chiffrés, l'enquête de terrain se déploie plutôt de manière intensive et qualitative. Dans un numéro de la revue Enquête qui cherchait à confronter les expériences des sociologues, des ethnologues, des historiens en la matière, Jean-Pierre Olivier de Cerdan l'a décrit, je cite, « au plus près des situations naturelles des sujets, vie quotidienne, conversation, dans une situation d'interaction prolongée entre le chercheur en personne et les populations locales, afin de produire des connaissances in situ, contextualisées, transversales, visant à rendre compte du point de vue de l'auteur, des représentations ordinaires, des pratiques usuelles et de leur signification autochtone. » Une telle définition me semble recouper exactement les pratiques littéraires que j'évoque, et c'est pourquoi je crois qu'on peut considérer, comme je suggérais en introduction, que la rencontre entre littérature d'une part et puis sociologie, ethnologie, histoire d'autre part, s'accroît ici d'une nouvelle dimension, qui ne se fait plus sur les seules questions de la mise en récit, des objets partagés ou d'une réalité verbale commune, mais aussi du point de vue de ces pratiques expérimentales et des dispositifs qui sont élaborés à cet effet. Ce constat permet donc de dresser maintenant le tableau du corpus littéraire que j'envisage sous ce terme, peut-être en essayant de, non pas simplement de faire une liste, ce serait un peu fastidieux, mais de le présenter en le distribuant selon des pratiques qui sont, pour l'instant, je dirais simplement voisines, évidemment tout ça devra être précisé ultérieurement dans la recherche, en sciences sociales. Et pour donner une idée de ces convergences, dans la mesure où toutes ces œuvres n'ont pas encore bénéficié d'une grande notoriété, je vais essayer d'esquisser les rubriques à grands traits avant de proposer quelques pistes d'analyse. Alors, bien sûr, le corpus n'est pas du tout exhaustif, et puis la caractérisation première que je donne ici des rubriques dans lesquelles on peut les mettre n'épuise ni le propos ni le contenu de ces œuvres, et a pour l'instant simplement, mais c'est le début de la recherche, une sorte de fonction de repérage. Donc un premier ensemble recueille des formes de parole, et donc s'approche des entretiens, mais pas seulement. Cette forme de recueil peut procéder selon différentes modalités. On trouvera là les ateliers d'écriture en faveur de populations désocialisées, pratiqués par François Bon, que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi les propos réunis par Jean Hatzfeld ou par Jacques Delcuvelry auprès des victimes et des génocidaires du Rwanda, ceux des habitants d'une série périurbaine promise à la destruction, qui ont été rassemblés par Marilyn Desbioles dans un livre intitulé « C'est pourtant pas la guerre », les réflexions recueillies dans une institution hospitalière pratiquant l'avortement par Nicole Malinconi, c'est un ouvrage qui s'intitule « Hôpital Silence », ou dans une autre, traitant, elle, de la maladie d'Alzheimer, par Olivia Rosenthal, qui mêle dans ce livre les informations qu'elle a pu rassembler sur la maladie, livre qui s'intitule « On n'est pas là pour disparaître ». La même Olivia Rosenthal multiplie ce qu'elle nomme par ailleurs des architectures en parole, qui consiste à aller dans un lieu et à recueillir des propos des gens qui ont connu ce lieu autrefois, qu'ils connaissent à présent, qui ont éventuellement participé à son évolution, et à produire un texte à partir de cet ensemble disparate. Elle le fait dans une prison, maison d'arrêt Paris Santé, elle le fait dans d'anciennes pompes funèbres transformées en lieux culturels, dans Viande froide, elle le fait auprès de personnes dont un film a bousculé la vie. Ça s'intitule « Ils ne sont pour rien dans mes larmes ». On pourrait évoquer aussi cette jeune écrivaine qui s'appelle Marie Cosnay, qui s'est installée au tribunal de grande instance de Bayonne pour assister aux audiences d'étrangers sans papier, à partir desquelles elle a composé 2 ouvrages, « Chagrin et néant » et « Comment on expulse ». Puisqu'à chaque fois il s'agit de formes de parole, de tels livres ont à voir aussi avec la sociolinguistique, parfois avec la sociocritique, mais d'autres considérations ne sont pas loin, qu'elles relèvent de la politique, c'est le cas avec Marie Cosnay, de l'histoire immédiate ou encore de la sociologie. Un second ensemble recoupe tout ce qui relève du parcours d'un territoire social. Alors il peut s'agir d'un lieu précisément délimité, à l'exemple fondateur de la place Saint-Sulpice observé par Georges Perec dans Tentative d'épuisement d'un lieu parisien, ou d'un espace plus vaste, comme la France entière, visitée par Jean-Christophe Bailly dans Le Dépaysement,
ou par Michel Chailloux dans La France fugitive. Voisinent dans cet ensemble aussi les parcours de Jean Rollin dans les zones suburbaines, zone ou bien la clôture, ceux de Philippe Vasset dans les zones blanches de l'Île-de-France, ça s'intitule Un livre blanc, de Thomas Clerc dans le 10e arrondissement de Paris, de Martine Sonnet, que j'évoquais tout à l'heure à propos d'un autre ouvrage, mais qui s'est intéressé à la gare Montparnasse, ou encore ceux de Bruce Bégou dans les motels, l'éblouissement des bords de route, d'Éric Chauvier dans les habitats périurbains, de Didier Deninx dans la banlieue nord de Paris, un livre qui s'appelle En marge, d'Annie Ernaux, déjà évoqué, dans le RER, les centres commerciaux, les trajets circonscrits de François Maspero dans le train de banlieue, ceux de Julio Cortázar sur l'autoroute, ceux de François Bon dans le train de Paris à Nancy, et même ceux de Marc Auger dans le métro qui, me semble-t-il, appartiennent au même ensemble, qui tient à la fois de la sociologie, de la géographie humaine, avec des composantes urbanistiques, parfois historiques, et qui entre en dialogue avec les travaux de Michel Lusseau ou d'Olivier Mongin, entre autres, mais aussi avec toutes les formes diverses d'ethnologie du proche. Un troisième regroupement concerne les investigations sur un cas donné ou sur une communauté sociale précisément identifiée. On trouve là les textes consacrés à des crimes ou des faits divers. Je parlais de l'adversaire tout à l'heure, qui revendique une certaine filiation avec In Cold Blood de Truman Capote. J'ai déjà signalé aussi, vous vous appelez Michel Martin, de Nicole Meninconi, mais il faudrait aussi mentionner Anthropologie d'Éric Chauvier, qui enquête sur une jeune mendiante et sur les réactions qu'elle suscite, ou encore Vie et mort de Paul Génie de Philippe Artière. Plus largement, les enquêtes et observations sur des collectivités humaines auxquelles se livre Jean Rollin, comme chrétien, c'est une enquête de terrain sur les chrétiens de Palestine, ou François Bon dans la province française profonde, avec un récit qui s'intitule L'enterrement. À l'horizon de ces ouvrages apparaissent encore la sociologie, l'ethnologie du proche, mais aussi, s'agissant de cas particuliers, la psychologie, la psychiatrie, voire la criminologie. Plus historien, le quatrième groupe restitue des trajets de vie ou des existences bousculées par l'histoire. Alors on retrouverait là effectivement les récits de filiation, les fictions biographiques que j'évoquais en ouverture, du moins lorsqu'ils suscitent une investigation qui ne se limite pas à la compulsion d'archives familiales, dans lesquelles évidemment l'écrivain ne pratique pas de terrain. Vie et mort de Paul Génie de Philippe Artière, que j'évoquais à l'instant, fait le lien d'ailleurs entre ces deux dernières catégories, puisque l'enquête porte sur le meurtre à Rome d'un grand-oncle de l'auteur, et que l'écrivain, qui est aussi historien, ou l'historien qui devient écrivain dans ce livre, collecte à cet effet des documents historiques, comme le font aussi Perec et Baubert à Ellis Island, ou encore Dora Bruder, que j'évoquais tout à l'heure. Nombre de textes d'ailleurs suscités par la Shoah, mais aussi par le Goulag, auraient leur place ici. Je pense par exemple, parmi beaucoup d'autres, aux météorologues, dont Olivier Rollin a restitué le destin il y a peu, ou bien à des fictions biographiques qui sont élaborées à partir d'enquêtes de terrain, comme lorsque Alain Borer suit Rimbaud en Abyssinie, ou lorsque Patrick Deville part sur les traces de Savognin de Brazza, de Yersin, des disciples de Pasteur, de Mouot, des Khmers rouges, ou encore de Trotsky et de Malcolm Lowry, dans l'ensemble des livres de cet auteur qui sont parus aux éditions du Seuil. Je note d'ailleurs une évolution intéressante à cet égard, puisque les premiers récits de filiation réduisaient souvent l'enquête à la sphère familiale, et que les premières fictions biographiques s'écrivaient dans le silence des bibliothèques, ce cabinet des lettrés auquel Irina de Hert consacre une thèse qui va être soutenue la semaine prochaine. Mais nombre de textes de cette catégorie-là aussi font désormais l'expérience de terrain. Alors Modiano, bien sûr, dans les quartiers parisiens à la recherche de Dora Bruder, Olivier Rollin en Sibérie à propos du météorologue, et puis surtout Patrick Deville tout autour du monde dans les livres que je viens d'évoquer. Le cinquième et dernier regroupement est plus strictement thématique. Il s'agit de tout ce qui produit une enquête sur le quotidien, sur l'infraordinaire, dont Michael Sherringham a montré les croisements avec les travaux d'Henri Lefebvre, de Barthes, de Foucault, de Michel de Certeau. Et dans cette catégorie-là, nombreux sont les textes qui s'intéressent plus spécifiquement au monde du travail, que ce soit d'un point de vue familial, historique, ethnologique, sociologique, voire linguistique, sans d'ailleurs qu'on puisse toujours démêler en fait ces différentes orientations. Et on pourrait citer là un grand nombre d'écrivains, Martine Sonnet, François Bon, Aurélie Filippetti, son premier livre du moins, Jean-Paul Gou,
Elisabeth Filiol, Thierry Benstingel, Jean-Claude Massérat, et puis je vais abréger la liste parce que c'est un peu fastidieux de faire ces énumérations. Ce que je veux montrer quand même en donnant tous ces noms, c'est montrer qu'il y a là un corpus vraiment substantiel, qu'on n'est pas simplement avec 4 ou 5 textes très singuliers, quelques apax qui seraient finalement peu représentatifs du champ littéraire. Et cette quantité me semble faire symptôme et légitimer qu'on s'y intéresse parce qu'elle me semble aussi en train de dessiner quelque chose comme une évolution même de la littérature contemporaine, au moins de la littérature narrative. Alors plusieurs remarques à cet égard. D'abord, ces 5 catégories visent dans un premier temps à identifier le corpus dans ses différents aspects. Et très certainement, l'étude précise qu'il faut faire à partir de là, de chacun de ces textes, réorchestrera ces partages et proposera peut-être d'autres rassemblements. C'est simplement une précaution que je fais ici. Une deuxième petite précaution, ces catégories ne sont pas étanches. Certains textes auraient une place légitime dans plusieurs à la fois, et je l'ai simplement dit à propos d'Artière, mais ce serait le cas pour plusieurs d'entre eux. Mais surtout, on notera que ces textes se laissent décrire en termes de sciences sociales, d'une part, et que d'autre part, ils exercent eux-mêmes un pouvoir attractif auprès de ces sciences elles-mêmes. J'ai mentionné dans le corpus des noms dont peut-être la présence vous a étonné. Marc Auger, Éric Chauvier, le premier est ethnologue, le deuxième anthropologue. Artière est historien. Pourquoi donc les associer dans ce corpus aux écrivains ? Eh bien justement à cause de cette attraction que des pratiques littéraires produisent sur leurs travaux, à tel point que ça draine vers la littérature des entreprises qu'on pourrait dire hybrides, affranchies des obédiences académiques, y compris de la part de spécialistes de sciences humaines et sociales. Vincent Debène a étudié dans L'Adieu au voyage ce qu'il appelle les 2 livres des ethnologues, l'un scientifique, l'autre littéraire, qui accueille, ce dernier, la part expérimentale et émotionnelle que le scrupule académique refoule. De son côté, Daniel Seyfaï, dans un ouvrage anthologique sur l'enquête de terrain, souligne qu'une tendance en sciences sociales consiste à produire des articles et travaux qui passent, dit-il, du know-how au tell-how, c'est-à-dire qui explicitent les cheminements vers les données, répertorient les modes d'accès, l'ordre des contacts, les événements typiques et récurrents observés. Et il attire également l'attention sur la multiplication des journaux de terrain. Tout se passe donc comme si une nouvelle génération de chercheurs, du côté des SHS cette fois, voulait aussi fondre en un seul ces 2 ouvrages qui avaient été distingués par Vincent Debène. Le statut des textes d'Éric Chauvier, pour prendre enfin un exemple un peu précis et s'y attarder, me semble très problématique à cet égard. Ce petit livre Anthropologie a pu être reçu à la fois comme une œuvre littéraire, parfois comme une fiction, mais peut être aussi parfois donné comme une expérience anthropologique. Et Éric Chauvier est l'auteur de toute une série de petits opus que j'ai apportés ici, simplement pour vous donner à chaque fois le titre et la 4e de couverture. Et vous allez voir qu'on est effectivement dans un espace intermédiaire. Alors, celui-ci s'intitule « La crise commence ou finit le langage ». On pourrait penser qu'il y a effectivement là une étude d'ordre socio-critique, sociolinguistique. Et 4e de couverture, « La crise existe comme les monstres sous les lits des enfants ». Ce serait plutôt du côté de la littérature, je pense que vous l'accorderez. Celui-ci s'intitule « Que du bonheur ». Et derrière, je lis « Le bonheur demeure infréquentable ». Bon, ces intitulés-là ne font pas véritablement scientifiques, ces présentations non plus. Celui-ci, contre Télérama, 4e couverture, il y en a vraiment qui ne sont jamais contents. Je ne commente pas. Bon, de même, des historiens comme Patrick Boucheron dans Léonard et Machiavel, Stéphane Audouin-Rousseau dans Quelle histoire, Yvan Jablonka dans Histoire des grands-parents que je n'ai pas eus, mobilisent au profit de leurs enquêtes respectives des modèles littéraires avérés. Fiction biographique pour le premier, qui tente de circonscrire la fort probable rencontre de Léonard de Vinci et de Machiavel, mais rencontre dont aucun témoignage, aucune archive ne subsiste. Récit de filiation pour les 2 autres. L'un, c'est Stéphane Audouin-Rousseau qui restitue le trajet de son père dans un ouvrage justement sous-titré « Un récit de filiation », donc qui reprend la catégorie littéraire pour désigner son propre travail. L'autre, Yvan Jablonka, qui enquête sur le destin de ses grands-parents émigrés de Pologne en France, puis déportés et morts à Auschwitz, dans une forme qui est très proche des disparus de Mendelssohn.
Certains ouvrages, parus dans le cadre du projet Raconter la vie, lancé par Pierre Rosan-Vallon, où voisinent des écrivains, Annie Ernaux, François Bégodeau, Cécile Coulon, des chercheurs, le physicien Sébastien Balibar, le philosophe Guillaume Leblanc, et des invisibles moins célèbres, mériteraient aussi une attention spécifique. Nombre de ces textes, dont le projet s'inspire de l'école sociologique de Chicago, tiennent plus du témoignage ou du récit de vie que de l'enquête de terrain proprement dite, mais Rosan-Vallon inscrit explicitement sa collection dans la continuité des livres d'Annie Ernaux, de Pierre Michon, de Jean-Christophe Bailly, de Bon, de Carrère, de Jean Rollin, qu'il cite dans le texte de présentation. Alors, comment aborder ces textes ? Il me semble d'assez peu de profit de chercher à les inscrire dans l'espace des taxonomies génériques, en recourant aux partitions bien connues entre fiction, non-fiction, ou fiction-faction, fiction-diction, ou à des étiquettes nouvellement forgées comme creative non-fiction ou factual fiction, qui me semblent surtout signaler un embarras lié aux définitions même de la littérature comme production de l'imaginaire, ce qu'elle n'a pas toujours été. Dans la typologie de Gérard Genette, les textes que j'utilise ici, considérés comme des œuvres non fictionnelles en prose, c'est sa formule, relèvent, dit-il, d'une littérarité conditionnelle, instable, tributaire d'une évaluation toujours révocable. Et de fait, pour ne prendre qu'un exemple, cette littérarité peut parfois être concédée a posteriori au texte. Hôpital Silence de Nicole Malinconi, que j'évoquais tout à l'heure, a été d'abord publié dans une collection intitulée Documents aux éditions de Minuit en 1985. À sa parution, ce livre est reconnu comme une œuvre littéraire par Marguerite Duras qui le salue en disant, je la cite, « Seule la littérature pouvait être à la hauteur de ce drame ». 11 ans plus tard, le livre est réédité aux éditions Labor, avec en préface le texte de Duras et en postface une analyse de texte signée de Jean-Marie Klickenberg. Donc on voit ce déplacement, voyez, de la réception même d'un ouvrage dans cette zone intermédiaire. La critériologie littéraire au sujet de ces livres est donc très imprécise. Elle dépend à la fois de données externes, dans quelle collection ça paraît, chez quel éditeur, et de fait, les lieux de publication sont très majoritairement littéraires, pour tous ceux que j'ai évoqués. Ça dépend de la réception critique, ça dépend des appréciations esthétiques, mais aussi de critères internes de littérarité qu'il faudrait examiner. La critériologie scientifique, en revanche, l'est beaucoup moins. Parce qu'il y a quand même un trait évident pour tous ces ouvrages, c'est qu'aucun ne répond véritablement aux règles et méthodes en vigueur en histoire, en sociologie, en ethnologie. C'est donc autre chose. Ce sont des livres en prose de nature indéfinie, comme Sebald le dit en parlant de son propre ouvrage Austerlitz. Alors je voudrais plutôt partir du fait que de tels textes occupent un espace intermédiaire entre littérature d'imagination, que celle-ci soit traditionnelle, moderne ou contemporaine, et production scientifique estampillée comme telle. À ce titre, ce sont des textes interstitiels qui s'octroient une place entre ces deux ensembles cognitifs distincts. Cette dimension interstitielle tient bien sûr à leur caractère interdisciplinaire, qu'il s'agit d'entendre ici dans les deux acceptions du mot, à la fois parce qu'ils participent de plusieurs disciplines et parce qu'ils se tiennent entre les modèles canoniques de ces disciplines. Je reviens à l'anthropologie d'Éric Chauvier, qui me semble tout à fait significative de cet entre-deux. Alors de quoi s'agit-il ? L'auteur, surpris à un carrefour, alors qu'il attend au feu rouge en voiture, par l'impression de familiarité rompue que lui procure le regard d'une jeune mendiante, décide de mettre en place un protocole. Il reviendra, il repassera à ce même feu rouge, mais accompagné dans sa voiture de différentes personnes exerçant diverses professions sociales pour examiner leurs réactions respectives. Son enquête, abondamment nourrie de considérations anthropologiques, tourne court, et au moment où il se propose enfin d'entrer en contact avec cette jeune femme supposée rom, celle-ci disparaît. Commence alors une seconde recherche auprès des services sociaux et des populations roms de la région pour tenter de la retrouver. On voit bien qu'il y a eu ici une confrontation au terrain, un dispositif mis en place, quasiment une méthode, et puis une inflexion de cette méthode selon
la productivité qu'elle pouvait présenter. Dans un ouvrage plus théorique qui s'intitule « Anthropologie de l'ordinaire », paru en 2011 et sous-titré « Une conversion du regard », Chauvier revient sur cette expérience de terrain et il rapproche son propre livre du récit descriptif des processus d'enquête dans l'œuvre de Garfinkel. Alors, fondateur de l'ethnométhodologie, ce sociologue, Garfinkel, promeut une défamiliarisation du sens commun et suscite des expériences de perturbation qui démasquent l'inaperçu des scènes banales de la vie courante. Et c'est exactement ce à quoi s'emploie Chauvier, mais tout aussi bien nombre d'écrivains, de Pérec à Ernaud, de François Bon à Yves Pagès et bien d'autres. Il s'agit, écrit encore Garfinkel, je cite, de rendre étrange un monde obstinément familier afin de désengourdir l'imagination. Et finalement, cette anthropologie de l'ordinaire le montre, la dimension interstitielle des littératures de terrain n'est pas seulement définie par leur place intermédiaire entre dans les divers champs des activités intellectuelles et culturelles, mais elle se confirme aussi des objets qu'elle se donne. Toutes s'intéressent à des objets communs, inaperçus, à force d'être fréquentés, à des sujets fragiles, instables, des situations précaires, des lieux en mutation, voire, selon Marc Auger, à des non-lieux. Personnes invisibles ou effacées, figures oubliées, monde ouvrier trop connu, trop vite englouti, espace incertain. Emblématique est à cet égard, me semble-t-il, un livre blanc de Philippe Vassé qui visite les zones délaissées de la banlieue parisienne, des taches blanches sur les cartes IGN, donc des terrains vagues, des friches industrielles, des immeubles à l'abandon, des espaces de stockage délaissés ou clandestins, des lieux de déchets plus ou moins polluants, qui subsistent eux aussi de manière sauvage, finalement dans les interstices d'une urbanisation particulièrement densifiée. Et ces espaces accueillent eux-mêmes une population qui survit en marge de la société civile, des Roms, des clochards, des réfugiés, des immigrés sans papier. Pour être typique, ce livre n'est pas le seul à se confronter à ce type de lieu de population. Les zones parcourues par Jean Rollin, les friches décrites par François Bon, les bas-côtés de l'herbe et des talus par Jacques Réda sont du même ordre, tout comme le métro, le RER, les zones commerciales qu'évoquent Annie Ernaux ou François Maspero. François Maspero qui écrit, c'est dans Les Passagers du Roissy Express, je cite, « Assez de voyages intercontinentaux, assez de distances parcourues sans rien voir de plus qu'à travers les vitres embuées du transsibérien, assez de ciel sillonné au-dessus des nuages et des océans. Les étendues secrètes à découvrir, elles étaient là, sous ses yeux, inconnues de ceux-là même qui les traversaient quotidiennement, et souvent de ceux qui les habitaient. Incompréhensible espace désarticulé de ce qui n'était plus une géographie et qu'il fallait bien essayer de décrire. Bien inconnues ces contrées, et secrètes, oui, vraiment. » On croirait lire ici un manifeste en faveur de l'ethnologie du proche. Or, c'est un écrivain. S'installer dans ces interstices, c'est donc défamiliariser le connu, voire le non-aperçu, le quotidien invisible. Comme le montre Michael Shellingham, les traversées littéraires du quotidien, en s'en saisissant, défont les hiérarchies sociales et culturelles les plus établies. Mais elles le font modestement, car cette apparence insignifiante des objets retenus, dont la valeur humaine peut se révéler importante et parfois centrale, se caractérise, et c'est là le troisième trait de l'interstitialité, par une préférence accordée aux petites formes. Ces textes, en effet, sont tous très brefs, fragmentaires, sans prétention discursive ni démonstrative, bien loin du livre total rêvé par les esthétiques antérieures. De manière symptomatique, leur recours privilégié à la forme fragmentaire témoigne souvent d'un inachèvement consenti. La juxtaposition y est de mise, favorisant ce que j'appellerais un régime de l'asyndète généralisé. De l'asyndète. Tu peux appeler pour les noms littéraires. A-S-Y-N-D-E, accent grave, T-E. Donc la rupture de construction, en fait. Lequel souligne le défaut de toute logique systématique et de toute chronologie. En outre, les écrivains que j'évoque ont presque tous retenu de Beckett ou de Claude Simon, auxquels ils empruntent aussi le recours à l'épanorthose. Alors, accent aigu, P-A-N-O-R-T-H-O-S-E, c'est-à-dire les figures de correction. Donc, les écrivains qui pratiquent ces figures de correction ont retenu aussi de Beckett et de Simon qu'il ne s'agit pas de prétendre organiser le monde dans un système de connaissances encyclopédiques, mais
finalement de présenter le monde sans prétendre ni conclure ni circonscrire l'objet qu'ils se sont donné. Et tous ces textes demeurent à cet égard très en retrait de toute finalité scientifique, qui n'est ni leur but ni leur enjeu, ce qui explique aussi bien évidemment que ces textes soient moins scrupuleux sur leur protocole, car ils n'ont pas à légitimer leurs résultats. Ces littératures de terrain peuvent à cet égard être approchées d'expériences artistiques que Nicolas Bourriaud désignait en 2001 sous le nom d'esthétique relationnelle. Reprenant à Marx la notion d'interstice pour l'adapter à l'art plastique, Bourriaud décrit sous la notion d'esthétique relationnelle des expériences, je cite, fragmentaires, isolées, orphelines d'une vision générale du monde, qui les lesteraient du poids d'une idéologie. Les petites formes interstitielles littéraires dont je parle fonctionnent sur le même registre. Elles n'ambitionnent pas de dire l'intégralité du monde, encore moins d'en livrer une représentation ou une interprétation globale, mais elles s'attachent à des trajets singuliers, à des modes d'existence discrets, des lieux en déshérence ou surfréquentés, mais jamais véritablement considérés comme tels en eux-mêmes, indépendamment de leur intérêt romanesque pour une mise en œuvre fictive du côté littéraire, ou de leur inscription dans le champ théorique qui viendra en rendre compte sur le plan scientifique. Pas plus qu'ils ne sont exploités au profit d'une quelconque élaboration romanesque, les sujets rencontrés, les objets, les trajets ne donnent lieu à aucune dramatisation. Aucun discours explicatif ne les surplombe, aucune interprétation généralisante ne les systématise, et c'est ce qui les distingue des entreprises d'un Zola, des naturalistes qui prétendaient, dans la mouvance de Claude Bernard, édifier une science du réel et parvenir à une connaissance scientifique de l'homme, selon un mot d'ordre qui était aussi d'ailleurs partagé par les Goncourt ou par Flaubert. Et c'est aussi ce qui différencie ces textes des grandes œuvres de la modernité, de Dos Passos, pensez à Manhattan Transfer ou à la trilogie USA, ou de Döblin, pensez à Berlin Alexanderplatz ou à Novembre 1918. Chaque fois, là, l'ambition totalisante était très évidente. Et c'est enfin ce qui les tient à distance des élaborations conceptuelles auxquelles aboutissent les enquêtes de terrain en sociologie ou en ethnologie. Elles demeurent lacunaires, au contraire. Elles préfèrent, comme l'écrivancière, traiter ce caractère lacunaire non pas comme une carence de source, mais comme le témoignage d'un certain rapport de la vie à l'écriture. Et on pourrait reprendre à leur endroit les réflexions de Jacques Revel au sujet des différences aristotéliciennes entre histoire et littérature, à savoir, je le cite, que l'opposition ne passe donc pas entre fiction et non-fiction, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, avec ce que cette distinction impliquerait aujourd'hui, un rapport fondamentalement différent à la réalité, mais s'inscrit entre des genres qui, dans leur définition rhétorique, produisent des formes de connaissances inégalement accomplies. Car, et je crois que c'est important quand même, les littératures de terrain ne renoncent pas pour autant à faire savoir. Et elles ont même une double forme heuristique. Une part tient à l'enquête de terrain proprement dite, dont les dispositifs sont mis en récit, et l'autre au travail textuel lui-même, c'est-à-dire à la forme heuristique prise par la narration. Et je voudrais pour finir donner quelques idées de cette forme heuristique prise par la narration. Premier point, à la différence des romans réalistes qui prétendaient une certaine forme d'objectivité, tous ces textes sont écrits à la première personne. Cette première personne est, dans la plupart des cas, explicitement celle de l'auteur et non d'un simple narrateur. Les cas les plus incertains, dans Terremont de François Bon par exemple, se résolvent presque toujours par des informations externes fournies dans d'autres ouvrages des mêmes auteurs ou lors d'entretiens publiés. Les rares exceptions à ce choix énonciatif relèvent d'une désignation de soi à la troisième personne, comme dans Peste et choléra de Patrick Deville, qui recourt à des périphrases pour se désigner lui-même. Le scribe au carnet en peau de taupe ou le fantôme au stylo du futur. Voilà. Mais tous les autres ouvrages de cet ensemble, projet littéraire que je décrivais tout à l'heure, depuis Pura Vida, qui est dès le premier volume, jusqu'à Viva, qui est le dernier pour l'instant, sont écrits en première personne et rapprochent les déplacements, recherches et rencontres et rapportent les déplacements, les recherches et les rencontres de l'auteur. Second trait, l'écrivain est présenté en immersion dans l'espace géographique ou social qu'il évoque. Vasset, Chauvier, Ernaud, Watzfeld, Malinconi, Carrère, Bon, Deville, Desbiol, Rosenthal, Bégou, etc. sont tous sur le terrain qu'ils arpentent et qu'ils partagent. Et cette insistance signe la dimension essentiellement narrative de ces textes plutôt que discursive ou essayistique. L'immersion
est même formalisé dans la grande majorité des cas par une ouverture in medias res. Avant même de savoir de quoi il retourne, le lecteur se trouve plongé dans l'espace en question. C'est très frappant dans la trilogie de Hatzfeld sur le Rwanda, mais tout autant dans Anthropologie, que j'évoquais tout à l'heure, ou dans On n'est pas là pour disparaître de Rosenthal, sur la maladie d'Alzheimer, je vous rappelle. Oui, enfin, sur la maladie d'Alzheimer, je vous rappelle. Bon. Cette immersion se laisse décrire aussi dans les typologies en vigueur des sciences sociales, notamment en termes d'entretien, d'interaction, d'observation participante, selon la formule reprise à Lindemann. Mais elle n'est jamais encadrée par des normes méthodologiques, j'insiste pas, je l'ai déjà dit. Troisième trait, ces littératures se rapprochent aussi de leurs consoeurs scientifiques en ce qu'elles énoncent explicitement leurs projets. Mais qu'il s'agisse de manifestations d'immersion ou d'une stratégie purement littéraire, cet énoncé du projet n'apparaît jamais à l'ouverture du livre. Seulement au bout d'une dizaine de pages, parfois plus. Parfois même dans le livre suivant, comme c'est le cas avec Jean Hatzfeld, qui ne dévoile le sien et la méthode de son enquête auprès des victimes du génocide rwandais, c'est dans le premier livre, Récit des marais rwandais, que dans le second volume, qui s'appelle Une saison de machette et qui est consacré, lui, aux génocidaires. Cet énoncé du projet délimite à chaque fois un terrain et une méthode, mais de manière non scientifique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais cela fonde la dimension heuristique de l'enquête sur une pragmatique qui implique le sujet. Le projet est ici, du coup, à entendre au sens étymologique. L'écrivain se projette dans un lieu, dans une situation. Et cela suppose la mise en œuvre de dispositifs particuliers. Comment favoriser l'entretien, comment susciter des prises de parole, la manière de conduire les ateliers d'écriture de François Bon, d'entrer en conversation avec les victimes, puis avec les génocidaires du Rwanda pour Jean Hatzfeld, de repérer les lieux puis de s'y rendre pour Philippe Vasset, de parler avec les gens sans paraître inquisitrice pour Desbiol, de nouer le contact avec un meurtrier ou avec sa complice pour Carrère et Malinconi, ne va pas de soi. Il y faut une élaboration, et on retrouve là les mêmes types d'interrogations que dans les fieldworks des sciences humaines. Ce projet, en outre, n'est jamais annoncé une fois pour toutes. Le texte y revient, les impasses, les renoncements, les détours ne sont pas épargnés au lecteur, et parfois la réorientation même du projet. Chauvier, par exemple, après avoir décidé de confronter d'autres personnes à l'impression éprouvée par lui-même au regard de la jeune mendiante que j'évoquais tout à l'heure, conçoit la vanité et le peu de résultats de ces confrontations et décide de changer de projet pour engager lui-même une relation directe avec la jeune fille. Philippe Vasset réoriente de même ses parcours, je le cite, « J'ai donc radicalement changé d'approche, décidant, à rebours de toutes les règles que je m'étais fixées, de m'intéresser au contexte, d'interroger les gens, de consulter des rapports et des spécialistes, bref, d'écrire une sorte de documentaire, un texte qui dirait « Regardez, voilà comment des gens vivent dans votre ville et vous, vous ne voyez rien, pire, vous vous organisez pour les cacher. » On pourrait appeler veille méthodique cette surveillance des inflexions du projet, non pas pour les juguler, mais qui acceptent de s'y abandonner à ces inflexions en toute lucidité. Et cette veille existe bien évidemment aussi en sciences sociales. Mais il y a là une différence. De telles hésitations caractérisent très différemment l'écrivain en retour par rapport à son collègue chercheur. Il s'en trouve beaucoup plus incertain, déplacé. Si l'on admet que l'écrivain se trouve en décalage fonctionnel par rapport au corps social, comme le soutient Dominique Magnaud qui forge pour ça, vous savez certainement, la notion de paratopie, alors l'expérience littéraire du terrain redouble cette conscience positionnelle de soi en plaçant l'écrivain dans une radicale altérité. S'il est commun de prendre le RER ou de faire des achats au supermarché, comme Annie Ernaux, il est plus rare en revanche de pratiquer le RER comme Maspero, de chercher des hôtels de fortune le long de la voie, et plus encore de s'installer à demeure aux entours délaissés du boulevard Maréchal Ney, de prendre un train au hasard ou de déambuler de chantier de construction navale en chantier de construction navale comme Jean Rollin. Les écrivains font alors l'expérience d'une altérité bien connue des ethnologues, mais eux ne s'appuient sur aucune discipline ni corps de méthode qui viendrait réguler cette expérience d'altérité. Et du coup, le résultat en est complètement opposé. Alors que le sentiment de sa différence installe l'enquêteur dans la conscience même de sa discipline, parce qu'il le pose comme sociologue, comme ethnologue, en revanche, l'écrivain, lui, y perd son identification. Jean Rollin le confie à un jésuite dans Beit Jala en Palestine, dans son ouvrage chrétien, je cite, « Quant à moi, les mains dans les poches, je me sentais de plus en plus insignifiant, de plus en plus déplacé à ses côtés, aussi bien que dans cette ville, voire dans ce pays tout entier où nul ne m'avait demandé de venir m'enquérir du sort des chrétiens, seul, sans mandat, empiétant ainsi sur les prérogatives de l'Église ou des sacro-saintes ONG.
Pris au début pour un journaliste ou pour un humanitaire, il n'est ni l'un ni l'autre, ce qui intrigue. Je cite à nouveau, « Il y en avait sans doute qui se posaient des questions, et il conclut, moi-même, il m'arrivait de m'en poser. » Et cette position mal assurée contamine fréquemment le projet lui-même. Un autre exemple, Olivia Rosenthal déclare ainsi dans « On n'est pas là pour disparaître », je cite, « Ce livre a pour but de m'accoutumer à l'idée que je pourrais un jour ou l'autre être atteinte par la maladie de A, ou que, plus terrible encore, la personne avec qui je vis pourrait en être atteinte. Mais en même temps que j'écris cette phrase, je me refuse à admettre une telle éventualité et tout mon esprit se révolte contre le travail que je suis en train d'entreprendre et qui consiste à imaginer le pire. » Et à la fin de Chrétien, Jean Rollin s'inquiète, « Mon entreprise n'est-elle pas, dans son ensemble, inconvenante et hors d'échelle ?» Alors, j'en viens à quelques mots de conclusion. En rappelant cet ouvrage que certains d'entre vous connaissent peut-être des anthropologues Alban Bensa et François Pouillon, à partir d'un corpus constitué de 12 écrivains, de Montaigne à Camus, en passant par Flaubert et Rimbaud, les deux anthropologues se proposaient, je les cite, de saisir la question méthodologique des rapports des écrivains à l'enquête et des manières possibles d'en rendre compte dans un cadre universitaire. Quelle contribution, même limitée, se demandait-il, peut apporter un texte dit littéraire à l'élucidation des liens qui unissent nécessairement l'investigation de terrain à l'élaboration d'un texte? Eh bien, il me semble que leur question se pose désormais à nouveau frais sur un corpus différent, parce qu'averti lui-même des travaux des sciences sociales. Mais leur invitation demeure pertinente à l'égard de ces littératures de terrain contemporaines. Je les cite à nouveau. « Si les écrivains semblent meilleurs que les anthropologues, tant du point de vue du style que du résidu solide de leurs explorations, atteignant des centres vitaux des sociétés que notre discipline perd de vue, n'est-ce pas parce qu'ils tirent de leurs enquêtes quelque chose qui nous échapperait ? Nous sommes ici convaincus qu'une bonne compréhension des textes que la critique littéraire a tendance à laisser de côté doit revenir à l'enquête conduite par leurs auteurs. Et pensons de même qu'en retour, les relations des écrivains à ce qu'il faut bien appeler leur terrain peuvent éclairer nos propres pratiques d'ethnographes. Il me semble que cette invitation que nous adressent les deux ethnologues, qu'il est temps pour nous d'y répondre au sujet de la littérature contemporaine. Et je voudrais, pour conclure définitivement cette fois, risquer brièvement quelques hypothèses. D'abord pour suggérer que le positionnement que j'ai décrit comme interstitiel des littératures de terrain recoupe assez largement les nouveaux modes d'action politique et d'intervention sociale dans un régime d'historicité qui a vu les grands récits se déliter, qui a renoncé à interpréter le monde en termes de lutte de classe et ne délibère plus de le changer par l'action collective. L'action politique, donc. Deuxièmement, il me semble y reconnaître aussi la manifestation d'une éthique de la responsabilité. François Maspero écrit au seuil de son livre, que je citais tout à l'heure, « Pourquoi photographier ça ?» Ça, c'était justement ce monde qu'on a sous les yeux et qu'on ne voit pas. Ce monde des frontières qui, à chacun de nous, fait un peu peur, ou même très peur, des fois qu'on s'apercevrait que c'est aussi notre monde à nous. Et quelques pages plus loin, il ajoute « Plutôt que de regarder, dire « ça me regarde ». Troisième hypothèse, dans le même ordre d'idée, qui suppose un positionnement par rapport aux dominantes culturelles actuelles, il me semble qu'on peut voir dans cette immersion dans le terrain quelque chose comme une résistance à la virtualisation des échanges et des réseaux sociaux, comme un besoin de revenir à la chose même, de se rendre au sol avec un devoir à chercher, la réalité rugueuse à étreindre, comme disait l'autre. L'autre, c'est Rimbaud, je ne sais pas si tout le monde est littéraire dans la salle. Quatrièmement, il faudrait ici mesurer aussi l'incidence que peut avoir sur la multiplication de tels textes la politique de résidence qui est développée par les institutions culturelles. C'est un phénomène encore mal étudié, je crois. Certains y dénoncent, comme Michel Deguy, une dérive du culturel, mais est-ce qu'on ne peut pas considérer aussi que certains écrivains s'emparent des occasions qui leur sont offertes au profit d'un travail de terrain qui les sollicite d'abord, et donc que le travail de terrain n'est pas simplement la conséquence des propositions de résidence qui leur sont faites. Cinquième et dernière hypothèse, ces littératures de terrain ne sont pas un élo isolé, elles produisent d'autres textes en retour. Et c'est là que s'établit un partage. Les écrivains, Vasset, Bégou, en nourrissent des fictions sociales ou des ethnofictions. Les historiens,
Boucheron, Jablonka, les anthropologues, Chauvier, fournissent au contraire l'essai théorique qui viendra légitimer le recours aux procédures heuristiques de la littérature. Celui de Jablonka, récemment paru, s'intitule d'ailleurs très précisément « L'histoire est une littérature contemporaine ». Et il y écrit « La littérature adapte et parfois devance les modes d'enquête des sciences sociales. L'écrivain qui veut dire le monde se fait, à sa manière, chercheur. » Georges Perec, dont nombre d'écrivains que j'ai mentionnés se réclament, entendait faire de la littérature un moyen de connaissance. Et dans le roman Comme laboratoire, Danilo Martuccelli montrait ce qu'il en était dans les thématiques, les propos et les scénographies diégétiques des fictions romanesques qu'il avait retenues. Avec Anne Barrère, c'est ça ? Anne Barrère, il parlait d'imagination sociologique et interrogeait les nouvelles constructions du personnage dans la littérature récente, la mise en œuvre littéraire des situations et des relations. Eh bien, il me semble qu'on peut ouvrir un nouveau chapitre à ces réflexions qui interrogerait ce qu'il en est des pratiques de terrain et de leur mise en forme littéraire. Voilà, c'est le projet que je vous soumets et je suis très impatient d'attendre vos réactions.